Saviez-vous qu'il existe un métier qui consiste à voler des gens ou des ravisseurs de personnes? Faites la connaissance du patron de l'entreprise qui gagne pas mal d'argent grâce à cela, Brian Stern, et qui vient tout juste d'extraire, de kidnapper, d'emmener hors du Venezuela la lauréate du prix Nobel, Maria Karina Machado. Avec l'équipe de Graybill Rescue, nous avons mené 800 missions et sauvé plus de 8400 personnes. Mais c'est la première personne ayant une page Wikipédia. Plus de 800 enlèvements. C'est lui qui fait sa propre publicité, évidemment, oui. Il revendique le succès de l'opération de libération de 8400 personnes. Vous pensez que c'est une spécialisation particulière, l'enlèvement de personnes, la reconstitution des familles? Une partie d'entre eux a été capturée par des terroristes, des bandits ou le gouvernement là-bas, et souvent par les mêmes bandits, mais en uniforme. Il semble que la société s'occupe aussi d'enlèvement. Le patron lui-même était parti pour cette opération. Et puis, c'était une opération très médiatisée, étant donné qu'ils ont enlevé Maria Machado, la chef de l'opposition vénézuélienne, pour l'emmener à Oslo recevoir le prix Nobel. Une sacrée opération. Nous allons découvrir les détails de l'opération dangereuse visant à exfiltrer la lauréate du prix Nobel de la paix, Maria Karina Machado, du Venezuela, où elle se cachait en route vers Oslo, en Norvège. La famille de Maria avait été évacuée du Venezuela plus tôt, tandis qu'elle-même se cachait des sbires de Maduro. Sa photo était entre les mains de chaque policier à chaque point de contrôle, aux frontières, près de là, dans les gares et dans les aéroports. Pour la faire sortir, il fallait des professionnels et une préparation minutieuse à l'intérieur du Venezuela, ainsi qu'à l'endroit où elle devait franchir la frontière. C'est Stern et sa société, appelée Graybill Rescue, qui s'en occupaient. La traduction serait à peu près « Service de sauvetage du taureau gris ». Pourquoi le taureau gris? Je ne sais pas, bien sûr. Stern dit que cette opération était financée par des partisans de Machado, des opposants à Maduro, bien sûr, mais il ne donne pas de nom. Il affirme que le gouvernement américain n'a été informé qu'à la dernière minute. Je n'y crois pas une seconde. Et il a donné le feu vert au passage des vedettes à travers la zone contrôlée par les États-Unis dans la mer des Caraïbes. Même après avoir travaillé avec des otages, victimes de crimes de guerre, évasion de prison, enlèvement, etc. Le nom Maria était sur toutes les lèvres et cela a rendu tout encore plus spécial mais aussi le plus difficile. Maria est connue comme la Dame de Fer et elle porte absolument bien ce nom. C'est une dirigeante très déterminée et dure, tout simplement une femme dure. Quand nous étions ensemble sur le bateau, nous en avons parlé. Je la suppliais de ne pas revenir. Pendant des années, j'ai été fan de Marie, je suis son Twitter depuis longtemps, c'est vraiment mon héroïne et mon idole. Bien sûr, cette opération, c'est comme une gifle au visage de Maduro et de ses services de renseignement. Un leader de l'opposition exfiltré de sous le contrôle du régime, c'est toujours une gifle pour les dictateurs. Et maintenant, Maria a une protection sérieuse. Envoyer un homme avec un piolet, comme Staline l'a fait pour Trotsky, semble hors de portée pour Maduro. Vous avez mentionné avoir réalisé des centaines d'évacuations et de sauvetages. En quoi cela était-il différent de ce que vous faisiez auparavant, de ce que vous faisiez avant? La mécanique de l'opération n'est jamais standard, mais nous avions déjà effectué des évacuations maritimes, nous avions mené des opérations dans des zones fermées. Nous avons travaillé derrière la ligne de front en Russie, en Ukraine occupée, en Israël, à Gaza, en Afghanistan et ailleurs. Donc, les opérations sur des bateaux, en avion, les déplacements terrestres sous haute menace, c'est notre pratique habituelle chez Great Wolf Rescue. Cependant, à cause de son visage, à cause de sa signature, parce que tout le renseignement vénézuélien, tout le renseignement cubain, ainsi que certaines parties du renseignement russe, la cherchaient depuis des mois. Et surtout cette semaine, qui à cause du prix Nobel, cette opération est devenue beaucoup plus risquée que jamais auparavant. C'est sans doute l'opération la plus complexe, médiatisée et délicate que nous ayons jamais menée. Je dois vraiment m'imaginer si j'étais un agent de renseignement cubain, russe ou vénézuélien en ce moment, essayant de la traquer.
Je sens qu'ici on me... Je suis sûr qu'ils ressentent cela et je suis content qu'ils le ressentent. Stern dit que l'administration Trump a été informée juste avant le début de cette opération, ainsi que les navires de la marine qui se trouvent dans la mer des Caraïbes. Un ordre a maintenant été donné de laisser passer à la fois le navire venant du Venezuela et celui qui est venu après lui des États-Unis. Je me permets de dire que je n'y crois pas, et ce, à 99 999%, je suis sûr à 100% qu'ils savaient tout depuis le début, qu'ils ont eux-mêmes préparé et confié cette opération à des mains privées, à une entreprise privée. Tout simplement parce que, en cas d'échec, ce ne serait pas alors un échec des États-Unis, mais un échec d'une organisation de sauvetage privée. Après que Maria ait quitté le navire vénézuélien pour monter à bord du bateau de sauvetage, la marine américaine l'a protégée, l'a escortée, puis a protégé l'avion qui l'a emmené depuis ce même bateau. Une partie essentielle des informations est gardée secrète, naturellement pour des raisons de sécurité des participants. Vous savez, nous luttons contre ces ennemis. Nous ne sommes pas une organisation de vétérans à but lucratif. Nous sommes simplement des patriotes qui font ce qu'il faut. Nous sommes apolitiques. Je me fiche des absurdités politiques. Nous agissons correctement pour les bonnes personnes. Et Maria Corina Machado, ses valeurs, sa façon de penser et de se battre pour son peuple correspondent entièrement à nos valeurs et à la raison pour laquelle nous nous battons pour notre peuple. Ce n'est pas qu'elle soit une politicienne, c'est simplement une dirigeante. Je ne la qualifierai même pas de politicienne. Elle est vraiment simplement une leader. Oui, elle a remporté les élections et tout ça, mais c'est une véritable patriote de son peuple qui veut la justice, l'égalité, la liberté et la démocratie. Et elle était mon héroïne, comme je le dis, depuis très longtemps, quand c'était pour moi un privilège et un honneur dans ma carrière, avoir la possibilité de sauver un héros, quelqu'un que je connais, quelqu'un que j'ai l'impression de connaître, et partager avec elle un chemin très difficile à travers des eaux très dangereuses et des circonstances très dangereuses. C'est une expérience à laquelle j'ai du mal à croire qu'elle s'est réellement produite. Mariach a été évacuée après une année entière de peur d'être découverte. Que va-t-elle faire une fois libre et comment cela peut-il aider notre objectif américain de débarrasser le Venezuela des trafiquants de drogue, y compris Maduro, naturellement? La dirigeante de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel, Maria Corina Machado, a affirmé être prête à devenir vice-présidente lors d'une transition démocratique dans son pays. Elle s'est exprimée devant des journalistes à Oslo. Machado a reçu le prix Nobel de la paix. Cette semaine, elle est arrivée dans la capitale norvégienne après une évasion audacieuse de son pays natal où elle se cachait du régime de Maduro. Plus tôt aujourd'hui, Machado a rencontré la famille royale norvégienne et a également salué Pål Mosquera de Cable News Network en direct depuis Oslo. Si j'ai bien compris, Pål, vous avez eu l'occasion de poser quelques questions à Machado, notamment sur la transition du pouvoir, sur une transition pacifique si Maduro est renversé. Qu'a-t-elle répondu? L'administration Trump élabore déjà des plans pour la période après le départ de Maduro. Où vous situez-vous dans ce scénario? Et après? Eh bien, il n'y a pas que le gouvernement américain. Je pense que beaucoup d'autres gouvernements à travers le monde se préparent à une transition démocratique au Venezuela. Pour plusieurs raisons. L'une d'elles est qu'ils comprennent qu'il s'agit de la plus grande crise migratoire au monde aujourd'hui. Ce sont sans aucun doute les Vénézuéliens qui ont été forcés de fuir et les Vénézuéliens se préparent aussi à revenir. Donc, cela va affecter de nombreux pays, y compris les États-Unis. Je parle de centaines de milliers de personnes qui rentreront chez elles et je serai ce que le peuple vénézuélien a déjà exigé. On remportait la victoire aux élections. Notre président élu m'a demandé de faire partie du gouvernement en tant que vice-présidente, notre deuxième suite. Je rappelle que Eduardo González, et non Maduro, a remporté les élections de 1924. Eduardo a été contraint de fuir le Venezuela et se trouve actuellement en Espagne. Il a invité Machado à être son vice-président dans le gouvernement qu'il espère former comme gouvernement de transition après la destitution de Maduro jusqu'aux prochaines élections. Donc, je vais l'accompagner dans cette nouvelle époque difficile qui est sur le point de commencer, ou je dirais même qui a déjà commencé.
Bien qu'au moment où la transition commencera, elle s'attend à ce que l'armée et la police vénézuélienne obéissent aux instructions venant des nouvelles autorités. Il y a actuellement beaucoup de questions auxquelles on n'a toujours pas de réponse parce que, encore une fois, nous lui avons demandé quels étaient ses projets d'avenir, mais elle a dit que pour l'instant, elle voulait se reposer, passer du temps avec sa famille et ses amis et peut-être faire un examen médical. Car pendant les mois où elle était cachée, elle n'avait pas eu le temps de le faire. Et après cela, peut-être qu'elle envisagera de rencontrer les autorités, mais elle n'a pas précisé si cela se passerait ici, en Europe, ou si peut-être elle irait aux États-Unis. Donc, l'agenda, le programme pour les semaines à venir ne sont pas encore définis. Et c'est elle qui le décidera. La déclaration selon laquelle Machado veut passer un mois avec sa famille, prendre du recul, se reposer, subir un examen médical, n'a évidemment aucun sens et n'a rien à voir avec la réalité. Mais la date est intéressante. Elle a dit dans le courant du mois, c'est-à-dire pendant un mois. Maria suppose, ou sait peut-être, que quelque chose va se passer au Venezuela avec le Venezuela, et que la partie active de son apparition sur la scène, ainsi que celle d'Edouard, va commencer. Selon le plan que je soupçonne d'avoir été élaboré soit par la Union chrétienne démocrate, soit à la Maison Blanche, et dont nous observons déjà une partie dans le bassin des Caraïbes à chaque instant. Les États-Unis renforcent la pression sur le Venezuela en imposant de nouvelles sanctions aux compagnies maritimes et navires accusés d'aider au transport du pétrole vénézuélien. Cela est arrivé après la saisie par les États-Unis d'un pétrolier sous sanction accusé de transporter pour des millions de dollars de pétrole près du Venezuela. Allez-vous saisir d'autres actifs pétroliers du Venezuela, un autre pétrolier ? Non, je ne vais pas vous le dire. Je veux dire, ce ne serait pas très intelligent de ma part de vous révéler cela. Nous détruisons la drogue à une échelle que personne n'a jamais vue auparavant. Chacun de ces bateaux que vous voyez interceptés, c'est 25 000 vies américaines sauvées. Nous avons intercepté 96% de la drogue par voie maritime et commençons désormais par voie terrestre, ce qui est bien plus facile. Bonjour Charlie, ravi de vous voir. Vous avez raison, nous le savons. Des sanctions sans application sont inutiles. Vous pouvez l'écrire sur papier ou publier un décret, mais si vous n'êtes pas prêt à faire le travail difficile pour réellement arrêter le flux, que ce soit des drogues, du pétrole ou tout ce qui a été sanctionné, cela n'a pas vraiment de sens. Je pense que le président Trump démontre que c'est possible et qu'on peut le faire avec une habileté tactique. C'était intéressant à observer, surtout s'il tente, selon moi, de faire pression économiquement sur le régime. Donc si on commence à retirer, je pense qu'il y avait un peu moins d'1 million de barils de pétrole brut sur le pétrolier. Calculez vite, Maduro manquera bientôt d'argent et ne pourra plus payer les bandits qui ruinent la vie des Vénézuéliens et menacent l'Amérique. Si vous le faites à cette échelle, vous pourrez exercer une pression assez rapidement sur le régime, ce qui donnera au peuple vénézuélien une chance de changer le gouvernement sous lequel il vit. C'était Mike Pompeo, ancien membre du Congrès, puis directeur de la CIA, puis secrétaire d'État sous Trump 45. Nous savons assez bien où se trouvent de ces navires, ils éteignent leurs transpondeurs, mais vous savez, il est difficile de se cacher de ce qui est dans le ciel. Nous savons où ils sont, d'où ils viennent et où ils vont. Certaines livraisons iraient en Chine, où ils pourraient acheter du pétrole brut à 20 ou 25 $ le baril, bien moins cher que les 55 $ payés par les Américains et ainsi bénéficier d'énergie à bas prix. C'est ce que nous ne devons pas permettre. Ils sont sous sanction et doivent arrêter les livraisons de pétrole brut aux ennemis. Sentez-vous comment l'ampleur de l'opération s'élargit à cause des sanctions contre la Russie ? Le pétrole que l'Organisation des Nations Unies a déclaré non sanctionné peut être acheté, donc, au lieu de 50 $ le baril comme nous payons, à moitié prix. C'est-à-dire que ceux qui concurrencent nos produits peuvent le faire s'ils achètent du pétrole non sanctionné. Eh bien, auparavant, il n'y avait aucun danger, mais maintenant, donc, il y en a un. Ils paient en 2 fois moins que nous et ainsi réduisent le coût de revient de leurs produits. En d'autres termes, ils augmentent la compétitivité de leurs articles, ce qui naturellement ne plaît pas à ceux qui agissent conformément aux accords et qui du coup passent pour des idiots. Nous agissons honnêtement, donc eux trichent et c'est pour cela qu'ils gagnent.
Et que devons-nous faire à ce sujet? Donc, il faut se taire, ou alors lever les sanctions, ou bien attraper et punir les fraudeurs, ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est comme annoncer des règles, déclarer une interdiction, puis ne rien faire quand ces règles sont violées. Comme on dit, après avoir dit A, on ne pleure pas sur les cheveux. Ou alors, plus on avance dans la forêt, plus sa propre chemise est proche du corps. Salut Jackie, je viens juste de revenir d'un briefing enregistré avec un membre éminent du comité spécial du Sénat sur le renseignement. Le sénateur Mark Warner a parlé à des analystes militaires de l'Université George Washington. Je lui ai demandé si les États-Unis prévoyaient de faire la guerre au Venezuela. Le sénateur Warner, membre du groupe D8, a déclaré « Je ne sais pas ». La présence importante d'avions, de troupes et de navires dans la mer des Caraïbes est préoccupante. Le porte-avions Gerald R. Ford avance plus au sud, pénétrant davantage dans la région. Il compte 18 Growler, avions de guerre électronique à Porto Rico pour neutraliser radars et défenses anti-aériennes, des hélicoptères HH-60 de recherche et sauvetage transférés des forces aériennes du Japon vers les Caraïbes, ainsi que 12 navires de guerre de la marine. Une opération contre le Venezuela. S'agit-il toujours uniquement de la lutte contre la drogue ou est-ce désormais aussi une question de pétrole? Cela concerne de nombreux aspects. Bientôt, cela commencera sur Terre en direction d'un port américain. Le président russe Vladimir Poutine, quant à lui, réaffirme son soutien au Venezuela de Maduro. Alors, que nous réserve l'avenir? Y aura-t-il une guerre prolongée au Venezuela où les Russes et les Protoms et les Chinois livreront des armes? Un reflet de la situation en Ukraine, comment réagiront les autres pays d'Amérique latine? Donald Trump réussira-t-il une opération spéciale de 3 jours, ce que Vladimir Poutine n'a pas pu faire, ou bien la corruption des généraux vénézuéliens fonctionnera-t-elle? La Russie a consacré environ 2 milliards de dollars à la corruption des militaires ukrainiens. Mais il semble que cet argent ait été détourné en chemin par ceux qui étaient censés le transmettre aux éventuels traîtres de la patrie ukrainienne. Nous ne savons pas si les Américains détourneront ce qui doit être transmis à ceux qui sont censés poignarder Maduro dans le dos. Bien sûr, il y a plus de questions que de réponses, mais espérons que la CIA travaille mieux que le Service fédéral de sécurité et le direction principale du renseignement, que les militaires américains roulent dans des véhicules blindés en bon état et que les marines américains ne souffrent pas de la faim comme les fantassins russes, et que le fils du fermier Isaïev ne sera pas obligé d'arracher quelque chose du nid dans les toilettes vénézuéliennes pour l'envoyer à sa mère. Comme vous l'avez dit, Connell, c'est une escalade dramatique de la confrontation avec le régime Maduro au Venezuela et le plus grand pétrolier que nous ayons jamais saisi. Pour l'instant, on ne sait pas quelle est sa nationalité. Nous essayons de le découvrir et nous le saurons bientôt, j'en suis sûr. J'ai été surpris que le marché n'ait pas connu un petit revers à la fin, quand il est devenu clair que tout ce qui se passait au Venezuela avec la destruction des trafiquants de drogue et tout ça, comme l'a dit le président, ce n'est pas encore fini. Je n'ai aucun doute que c'est le début de quelque chose, Connell, et non la fin. Le début de quoi? Le pétrole est à 60, donc rien de majeur pour l'instant. L'attention se porte surtout sur la Fed aujourd'hui, mais le début de quoi? Le pétrole, c'est le début, je pense, d'une intervention militaire progressive visant à renverser le régime de Maduro. Je suis sûr qu'une partie intégrante de tout ce que fait le président sera d'essayer d'assurer un passage sûr pour le dictateur vénézuélien vers un autre pays, sauf le nôtre. Qui va l'accueillir? Vous savez, peut-être quelqu'un en Suisse ou dans un autre pays d'Europe ou d'Amérique latine. Il se peut qu'il ne veuille pas aller dans un autre pays latino-américain. Je me souviens que Somoza, le dictateur du Nicaragua, avait accepté d'aller au Paraguay et il y a été tué. Je pense que c'est ce que vous voyez maintenant. Vous voyez le début de la présence des forces armées américaines sur le terrain. Épave marine, ce n'est pas tout à fait sur la terre ferme, mais c'était un pétrolier près de la côte. Épave marine, ils l'ont capturé. Le président dit que nous allons garder le pétrole. Eh bien, c'est tout, vous savez. On ne peut pas s'opposer à Maduro plus ouvertement que le président ne l'a fait. La seule chose qui reste à partir de maintenant, c'est une sorte d'opération terrestre semblable à la prise d'une raffinerie de pétrole, disons, ou quelque chose comme ça.
Mais la nouvelle, c'est que le pétrolier a été saisi. D'habitude, nous ne saisissons pas de pétrolier, donc c'est quelque chose d'important. Conal. Si c'est le cas, si vous avez raison, sur la suite de tout cela, Gerald, ira-t-il au Congrès pour obtenir l'autorisation pour cela? Je n'imagine pas qu'il le fera, connaissant le président Trump. Eh bien, vous savez, je pense que vous avez tout résumé en connaissant le président Trump. Voici la phrase clé ici. Je ne pense pas que ce président ou cette administration croient qu'il soit nécessaire d'aller devant le Congrès pour lutter contre les trafiquants de drogue. Il me semble qu'ils ont une approche quasi policière et militaire de ce problème. Des Américains meurent, donc nous devons faire quelque chose pour protéger nos citoyens. Nous devons lutter avec une force létale ou combattre les drogues mortelles avec une force létale. Je pense qu'il y a aussi la compréhension que nous avons un gouvernement en exil au Venezuela. Eh bien, Maduro a perdu l'élection présidentielle. C'est un dictateur qui s'accroche au pouvoir de manière inconstitutionnelle. Nos arguments, eh bien, je ne suis pas juriste, n'est-ce pas? Et on nous amène de la drogue et nos gens en meurent, on n'arrive pas à arrêter ça. La seule façon d'y mettre fin, c'est d'aller là où elle s'est produite et d'où elle nous parvient, n'est-ce pas? B. Donc environ 1 million de personnes sont venues chez nous depuis le Venezuela, mesdames et messieurs, et nous dépensons énormément d'argent pour elles. Au Venezuela, eh bien, comme le dit Trump, ils nous ont envoyé leurs prisons et leurs asiles. C'est comme ça qu'ils nous sont tombés sur le dos. Et maintenant, donc, comment justifions-nous encore nos actions? Donc, monsieur, Maduro a perdu les élections, donc il se maintient au pouvoir par la force, donc ce n'est pas vraiment notre affaire, n'est-ce pas? D. Donc Maduro coopère avec nos adversaires mondiaux, avec la Russie et la Chine, ce n'est pas vraiment notre affaire non plus. Nous ne pouvons pas permettre que la Chine et la Russie fassent du Venezuela leur base militaire. Voilà, en fait c'est tout pour aujourd'hui, et demain nous pourrions nous retrouver à Caracas. Voilà maintenant, en conséquence, nous ignorons ce qui se passera demain, mais après-demain, nous savons que Maduro ne sera plus là. Il y aura le Venezuela avec une autre direction. Et je pense que nous, avant de partir de là-bas, parce que nous allons y aller, oui, que ce soit par la voie militaire ou autrement, nous allons y aller. Au final, le nouveau gouvernement est arrivé sur un terrain vierge et nous a conviés. Nous allons y entrer et passer tout ce pays au peigne fin. Et nous n'y laisserons aucune laboratoire, aucune personne qui a participé à la fabrication, à la distribution ou au transport de drogue vers chez nous. Eh bien, nous renverrons immédiatement 1 million de Vénézuéliens chez eux, puis 5 millions d'autres viendront surtout du Pérou et de la Colombie, où ils sont actuellement. Et je pense que tant le Venezuela que presque tous les autres pays d'Amérique latine se calmeront immédiatement et tout le monde sera incroyablement soulagé que ce soit le Venezuela et pas eux. Et le président colombien commencera à se gratter à différents endroits de son corps. L'un d'eux s'appelle la tête. Et il se demandera s'il ne devrait pas lui aussi partir se reposer sur une île lointaine, quelque part, disons, dans les océans glacés. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.